honorable assistance, très cher public, bienvenue à tous. Notre jeune académie a le plaisir de vous offrir aujourd'hui un webinaire sur la chirurgie de la transposition des gros vaisseaux. Comme je disais tout à l'heure, il s'agit d'une pathologie fort intéressante puisque tout simplement c'est la pathologie de la cardiopathie congénitale cyanogène la plus fréquente chez le nouveau-né. Sa prise en charge a connu beaucoup d'essor, beaucoup de développement, depuis le diagnostic anténatal jusqu'au switch artériel. Dans notre contexte, bien sûr, on continue à voir des formes dites tardives ou vieillies, qu'on voit hors délai. Et donc, pour faire le tour de la question, nous avons invité pour vous des orateurs de très bonne qualité, à savoir notre maître professeur Alain Seraf, pour résumer un peu ses 40 ans d'expérience dans le switch artériel. Nous avons avec nous également notre maître professeur Mahmoudi, qui va nous parler de la chirurgie des formes dites vieillies ou bien tardives. Et bien sûr, pour boucler le tour de la question, Pierre Bourgoin va nous faire avec grand plaisir le management anesthésie et réanimation de cette pathologie. Donc, mes chers maîtres, je vais vous demander de bien vouloir vous présenter avant de commencer vos conférences. On commence bien sûr avec notre maître Alain Seraf de Tel Aviv. À vous la parole. Bonjour, vous m'entendez? Oui, très bien. Oui. Et vous voyez mes diapos? On voit la diapo, on peut commencer. Oui. Parfait. Ok, donc je me présente, Alain Seraf, chirurgien cardio-pédiatrique depuis plus de 30 ans peut-être maintenant. Et je voulais partager avec vous un peu les 40 ans d'expérience qu'on a eu de switch, d'aventure qu'on a eu avec la transposition des gros vaisseaux. Et finalement, au bout de 40 ans, où en sommes-nous? Qu'avons-nous appris de ces 40 ans d'exercice qui reposent sur plus de 2000 cas? Donc commençons. Et évidemment, je ne peux pas commencer quelques conférences sur la transposition des gros vaisseaux et le switch artériel sans rappeler la mémoire de Claude Planchet, qui est notre maître à tous et qui a été la cheville ouvrière de développement de cette chirurgie, qui a passé des nuits et des jours entiers à coudre des bébés dans tous les sens et à comprendre le comment, le pourquoi et a surtout su nous transmettre ce savoir avec amour et avec le sourire comme vous le voyez ici. Je me souviens de journées entières à l'assister, de semaines, de mois entiers en continu à l'assister et toujours dans la bonne humeur et à continuer à transmettre son enseignement, même dans les moments les plus difficiles. Donc, c'est à lui que revient tout le mérite de ce que, en tous les cas en France, et l'école de Marie-Lannelongue a pu éclairer dans le monde entier du savoir des cardiopathies congénitales, et en particulier sur la transposition des gros vaisseaux. Et les leçons, en fait, les leçons qu'on peut tirer au bout de 40 ans d'activité sur la transposition des gros vaisseaux, bien sûr, il y en a beaucoup. Et la plupart sont connues parce qu'elles ont déjà été publiées, mais c'est pas inintéressant de les rappeler parce que remettre les idées en place, ça permet de refaire le plan, le bilan. Donc, effectivement, dans l'histoire de la transpo, de la réparation de la transpo, il y avait en premier ordre le switch à l'étage atrial par les interventions de Mustard ou de Senning qui ont été réalisées et qui ont permis de donner des résultats en termes physiologiques satisfaisants. Les années passant, on s'est rendu compte que finalement, le Mustard et le Senning, c'est-à-dire le switch à l'étage atrial, laissait un ventricule droit en position systémique et que sur le long terme, le ventricule droit en position systémique n'était pas tout à fait équipé d'un point de vue, on va dire, génétique, entre guillemets, pour assumer un débit cardiaque systémique pour toute la vie. Et donc, quelques décennies après la réalisation de ces switches à trio, les patients développent des défaillances cardiaques qui, malheureusement, ne pouvaient être traitées que par la transplantation. Aujourd'hui, on peut imaginer des assistances circulatoires à demeure en termes de destination therapy, mais bon, ça reste de l'histoire. En fait, le premier switch artériel a été réalisé par Jaten en 1978. Ce n'était pas un nouveau-né, c'était un enfant de 3-4 mois qui avait une transposition INCIV
et qui a été un survivant de la période néonatale à laquelle Jatten a réalisé cette première intervention avec succès. Mais ce qu'il faut rappeler, c'est qu'en fait, depuis toujours, et bien avant l'émergence de Mustard et de Senning et de Jatten, je pense des dizaines d'années avant la réalisation du switch artériel, le principe de réparation à l'étage artériel était acquis pour toutes les équipes, tous les chirurgiens, toute la jante cardiopédiatrique. Et malheureusement, la technologie, la compréhension physiologique, le savoir-faire de la couture, de la microchirurgie n'étaient pas au point et donc ne permettaient pas de réaliser ce rêve qui à l'époque était un rêve. Et donc c'est pour ça que les opérations de Mustard et Senning ont pris une ampleur aussi importante. Donc sur cette diapo, vous voyez bien le principe de l'opération de Mustard ou de Senning, c'est de dériver les veines systémiques, le sang bleu, vers le ventricule qui sera sous-pulmonaire, mais qui reste à un ventricule gauche, alors que le sang rouge qui vient des veines pulmonaires, lui, va se drainer dans un ventricule sous-aortique qui est droit et qui va donc permettre de rétablir, au point de vue saturation et hémodynamique, dans un premier temps, d'un résultat tout à fait satisfaisant. Mais comme je vous l'ai dit, sur le long terme, ce ventricule droit en position sous-systémique a du mal à tenir jusqu'à 100 ans. Donc, les premières leçons que nous avons réalisées, c'est qu'en fait, il faut profiter de la période néonatale pour accomplir cette opération de switch artériel. Je vous ai représenté sur cette diapo une circulation fœtale dans laquelle vous voyez bien que le ventricule droit, ici, est sous-pulmonaire, bien entendu, mais fait face à des résistances systémiques par l'intermédiaire du canal artériel et assure le débit de toute la moitié inférieure du corps, alors que le ventricule gauche intervient pour bien moins, puisqu'il n'assure que le débit des artères coronaires et du cerveau. Et par ailleurs, pendant la période fœtale et immédiatement après la période natale, les résistances pulmonaires restent élevées et donc le ventricule droit sous-pulmonaire reste musclé puisqu'il a besoin de pomper face à des résistances élevées et progressivement, avec la baisse des résistances, le ventricule droit s'adapte. Maintenant, on fait une gymnastique intellectuelle et on se met en position de transpo. Donc, je reviens sur la diapo d'avant. Et donc, on va imaginer qu'en position sous-aortique, c'est le ventricule droit. Et en position sous-pulmonaire, c'est le ventricule gauche. Donc, pendant la vue fœtale, le ventricule gauche qui va donner le sang vers les artères pulmonaires pour autant qu'elles soient ouvertes, en tous les cas, va continuer de faire face à des résistances systémiques et va assurer la perfusion de l'hémicorps inférieur. Le ventricule sous-aortique, qui lui est de type droit, d'accord, lui va assurer le débit du cerveau, des coronaires, et va avoir des résistances moins importantes. Après la période néonatale, on fait face à la baisse des résistances, et donc le ventricule gauche, qui est sous-pulmonaire, puisqu'on est en position de transpo, va, entre guillemets, s'atrophier, donc il va développer moins de muscles, et si on laisse trop longtemps, il n'aura plus la masse musculaire suffisante pour assurer un débit cardiaque systémique. Donc sur ces schémas, vous voyez que le ventricule droit normal, après la naissance, commence à avoir une forme bananoïde normale, et le ventricule gauche qui prend son essor va assurer le débit systémique. Mais si on est en situation de transpo, c'est l'inverse qui se présente, et le ventricule gauche qui est sous-pulmonaire avec la baisse des résistances pulmonaires va progressivement s'atrophier, devenir bananiforme et ne pourra plus à terme assurer un débit systémique. D'où là, cette diapo montre aussi la prise des pressions et des résistances, le changement des pressions et des résistances immédiatement aux alentours de la naissance. Donc, vous voyez que les pressions des artères pulmonaires à la naissance sont aux alentours de 60 mm de mercure, ce qui était énorme. Et donc, le ventricule sous-jacent va devoir être suffisamment musclé pour pomper face à cette pression élevée ou à ces résistances élevées, et donc restera musclé. Mais progressivement, comme ça baisse après la naissance,
Donc, la force développée par ce ventricule va être moindre et progressivement, imaginez un sportif qui s'entraîne, qui fait des efforts, il va développer du muscle. Et quand il va arrêter de développer, de s'entraîner, son muscle va progressivement s'atrophier et il n'aura plus la force de réaliser les mêmes efforts qu'il faisait au summum de son entraînement. Donc, Donc, on comprend que la période néonatale est une période, en tous les cas, pour la transposition simple des gros vaisseaux, une période relativement favorable pour réaliser ce qu'on appelle l'opération de switch artériel, c'est-à-dire pour, entre guillemets, d'un point de vue conceptuel, remettre le ventricule gauche, qui est initialement sous-pulmonaire, en position sous-aortique systémique. Et ça, c'est le premier élément des leçons. Le deuxième élément des leçons, d'un point de vue physiologique, vous comprenez bien que le ventricule droit sous-aortique, lui, reçoit le sang venant des... pardon, je me remets là. Le ventricule droit reçoit, l'oreillette droite reçoit du sang désaturé, qui ensuite va aller dans un ventricule gauche, qui ensuite va retourner dans des artères pulmonaires. Et vice-versa. Et de l'autre côté, le sang saturé va rester à circuler dans la circulation pulmonaire sans qu'il y ait de possibilité d'interéchange. D'où la profonde cyanose qui apparaît en période néonatale. Et si vraiment cette cyanose est très importante, sans intervention précoce, il n'est pas possible de survivre. D'où l'importance des actions préopératoires, en l'occurrence la manœuvre de Rashkin, qui va permettre d'agrandir ou de créer une CIA afin de permettre le passage, le mélange des sangs saturés et désaturés, et permettre d'équilibrer plus ou moins la saturation du sang qui va aller dans le territoire systémique. Si ce n'est pas suffisant, l'utilisation des prostaglandines qui va permettre de maintenir le canal artériel perméable et également va autoriser du sang saturé à passer, du sang désaturé à rejoindre le territoire systémique et permettre d'équilibrer les saturations et surtout de stabiliser l'enfant en période préopératoire. Donc, en termes de première leçon qu'on a appris au cours de ces 40 ans, je comprends bien que ce sont des acquis que maintenant tout le monde comprend et accepte. Au début de l'expérience, ce n'était pas évident et nous avons dû affronter des difficultés à cause de ce manque de compréhension de la physiologie. Donc, en termes de transposition simple des gros vaisseaux, il faut intervenir tant que le ventricule gauche qui est en transposition et sous-pulmonaire, reste apte à assumer le débit cardiaque systémique. On a développé un certain nombre de critères pour prévoir la qualité de ce ventricule gauche en post-opératoire. L'un des meilleurs critères étant la masse du ventricule gauche indexée à la surface corporelle. S'il est au-delà de 35 mg par mètre carré, là on est tranquille. S'il est entre 30 et 35, on est encore dans des ranges, dans des écarts qui sont jouables à condition qu'il n'y ait pas trop de complications. En dessous de 30, certaines équipes préconisent un switch, d'autres préconisent, Mohamed vous en parlera après dans la prochaine conférence, une préparation du ventricule gauche avant de réaliser le switch artériel. En gros, on pense que réaliser une opération de switch artériel en période néonatale avant la 3e semaine, c'est relativement tranquille. Au-delà de la 3e semaine, du 1er mois, on va évaluer les masses myocardiques, les volumes du VG de façon indexée. La deuxième leçon qui était très importante c'était la prise en charge préopératoire de ces enfants. Et je pense que là, notre anesthésiste permettra de nous éclairer sur la qualité moderne de la prise en charge préopératoire. Mais en tous les cas, c'est de stabiliser l'enfant. Vous avez des transpos qui arrivent avec des foramen ovales restrictifs et qui sont en grande détresse cardiovasculaire avec des acidoses très importantes, des pics de lactate très élevés,
voire déjà d'emblée des hémorragies cérébrales. Et donc, c'est très important de stabiliser ces enfants avant le switch artériel par des manœuvres qui sont relativement simples. Le Rashkind, donc il peut prendre 10 minutes ou 5 minutes pour un cathétériseur entraîné. L'infusion de prostaglandine pour permettre au canal artériel de rester ouvert. Et si besoin, donner un peu de tonique cardiaque pour aider un peu au débit cardiaque. Certains nouveau-nés vont avoir une persistance des résistances pulmonaires élevées et malgré toutes ces manœuvres risquent de rester désaturés. C'est pourquoi dans ces cas-là, il est bon d'avoir du nitrique oxyde en réserve pour faire baisser les résistances pulmonaires. Et les deuxièmes problèmes auxquels nous avions eu à faire face il y a 40 ans, c'était la technologie. Donc là, on a compris un peu la physiologie, on a un peu mieux compris la physiologie. La technologie, elle, n'était pas tout à fait adaptée. Et la CEC, telle qu'elle était réalisée il y a 40 ans, telle qu'elle est réalisée aujourd'hui, en tous les cas, n'a absolument rien à voir avec ce qui a été fait il y a 40 ans. Vous avez des diapos ici, vous voyez que les enfants développaient des fuites capillaires avec des œdèmes très importants et qui avaient une morbidité en soi relativement importante. Des œdèmes pulmonaires avec des difficultés ventilatoires très importantes qui faisaient que ces enfants restaient en réanimation après le switch pendant très longtemps. Et puis, le fait de rester en réanimation pendant longtemps implique quasiment automatiquement une comorbidité nocosomiale avec les infections, avec les stress pour les enfants, les familles, etc. Et souvent, ça pouvait se terminer assez mal. Pendant 40 ans, qu'est-ce qu'a fait la CEC pour répondre à ces questions? Eh bien, la CEC a grandement évolué. Premièrement, il y a eu les industriels ont écouté le discours des chirurgiens et ont réalisé une miniaturisation de tous les composants de la CEC, à la fois des canules, des lignes, avec des lignes maintenant qui sont très petites. Et évidemment, le passage de l'oxygénateur à membrane a aussi été un grand pas en avant. On a compris que ces enfants devaient être perfusés avec du sang, mais donc on faisait un priming minimal au sang en contrôlant à la fois le pH, le priming, l'hématocrite, les électrolytes, de façon à ne… En général, les poches de sang qu'on a, c'est des poches de sang de banque qui datent de 2-3 jours. Et bien souvent, si vous prenez une poche de sang de 2-3 jours, faites un prélèvement dessus, vous verrez que le pH est aux alentours de 6,8, le potassium est très élevé, etc. Donc, tout cela est maintenant parfaitement contrôlé et en cas d'anomalie pH, électrolyte de la poche, c'est traité. Le débit de CEC, on a appris aussi que, en fait, au départ, on faisait des débits de CEC aux alentours de 100 millilitres par kilo et par minute. Nous avons compris qu'en fait, il y avait besoin de plus. Et aujourd'hui, nous tournons à 150-200 millilitres par kilo minute. Et avec une perfusion totale sans territoire fermé. L'anesthésie assure une vasodilatation contrôlée, et ça vous en saurez plus dans la conférence sur l'anesthésie. Elle permet donc une vasodilatation contrôlée au cours de la CEC, permettant à la CEC d'atteindre tous les territoires et de perfuser tous les territoires sans qu'il y ait de territoire relativement ischémique qui risque de poser problème en post-opératoire. Alors, notre attitude, mais elle reste controversée, mais notre attitude, c'est à la fois de perfuser, quel que soit le patient, exceptionnellement, on ne le fera pas, mais de façon très, très, très générale, en normothermie, c'est-à-dire 36-37 degrés, quelle que soit la forme, quelles que soient les lésions associées. Nous associons également un drainage veineux assisté, c'est-à-dire on met du vide sur les voies, le drainage veineux, afin d'avoir un champ opératoire complètement exsangue. Évidemment, le monitoring continu des gaz du sang, d'électrolytes, du pH au cours de la CEC. Nous rajoutons aussi un monitoring continu des saturations cérébrales, NIRS, et nous faisons une ultrafiltration continue au cours de la CEC
Au départ, on faisait une ultrafiltration modifiée en fin de CEC. Les études ont montré qu'il n'y avait pas de différence entre la faire pendant la CEC ou après la CEC. Donc, c'est beaucoup plus simple de le faire pendant la CEC. Et on arrive à retirer sur un nouveau-né de 3 kg, avec ces primings, ces débits de CEC, on se retrouve avec un ultrafiltrat d'environ 200 à 250 cc en fin d'intervention. La protection du myocardique aussi, aujourd'hui, on a l'impression que c'est tout simple, mais ça a été également une aventure. Je me souviens au début de notre expérience où les échographies post-opératoires montraient des dysfonctions biventriculaires relativement importantes. On se demande comment ces enfants ont récupéré et s'en sont sortis, mais la protection myocardique n'était pas complètement au point à cette époque. Aujourd'hui, nous avons adopté une cardioplégie au sang normothermique enrichie en potassium et en procaïne, et qui est répétée toutes les 30 minutes, donnée à la pompe. Et somme toute, nos clampages aortiques pour la transposition simple des gros vaisseaux ne sont pas longs. Je mets ici inférieur à 45 minutes, je dirais qu'ils se rapprocheraient plutôt de 30-35 minutes, avec des CEC qui sont inférieurs en durée à 60 minutes. Donc, en fait, la protection myocardique telle que nous la donnons, et pour notre façon de switcher les patients, est tout à fait satisfaisante et nous permet d'obtenir des fonctions myocardiques post-opératoires identiques au préopératoire, parfaites et durables surtout. Il n'y a pas la 6e heure où tout va mal, etc. Et nous avons rajouté également dans notre pratique quotidienne l'utilisation de l'échographie transœsophagienne en préopératoire et immédiatement en fin d'intervention, car l'échographie transœsophagienne en fin d'intervention, nous assure du résultat opératoire précoce, permet de voir l'anatomie. Donc, il y a les transposes CIV, on voit que les CIV sont bien fermés, on voit qu'il n'y a pas de fuite valvulaire, on visualise les coronaires réimplantés et perméables, on visualise les artères pulmonaires et donc l'éventuelle sténose due à la manœuvre de Lecomte ou à un autre défaut. Et enfin, surtout, elle permet de nous donner la fonction du ventricule droit et du ventricule gauche en post-opératoire. Donc, en gros, les leçons 3 et 4 que j'aimerais souligner, premièrement, beaucoup de progrès en termes de technologie de CEC, progrès énorme. L'un de ceux qui m'a le plus marqué à moi dans ma carrière, c'est surtout le drainage veineux assisté. On s'est retrouvé vraiment avec un champ opératoire complètement exsangue et qui a facilité considérablement les gestes opératoires. Comme vous pouvez imaginer, on va voir des vidéos plus tard, transférer des coronaires de 1 mm de diamètre sur des bébés de 3 kg, ça nécessite d'avoir une précision importante. Et donc, par conséquent, d'avoir un champ opératoire parfaitement sec, parfaitement propre. La protection myocardique. Donc, avec les techniques de CEC, il n'y a plus du tout de fuite capillaire post-opératoire et donc plus d'œdème, une ventilation post-opératoire qui est parfaitement légère et des radios pulmonaires normales. Évidemment, ça nous a permis d'avoir aussi immédiatement post-opératoire des constantes biologiques absolument comparables à la normale, avec des lactates tout à fait normaux, des pH normaux, des ventilations, enfin, pas de dysfonction électrolytique et bien entendu une fonction biventriculaire parfaitement conservée. La réanimation aussi a fait énormément de progrès, évidemment. Je laisse le soin à notre collègue d'en parler de façon plus importante, mais ça a été, on peut pas dissocier chirurgie, anesthésie, réanimation. Donc, je l'ai inclus parce que sur 40 ans, la réanimation a fait d'énormes progrès. À mon sens, certains éléments importants de cette réanimation qui ont participé à ces progrès, c'est l'échographie post-transœsophagienne en fin d'intervention. Les inotropes, effectivement, ont été importants dans ces progrès. Le fait de comprendre qu'il fallait surtout vasodilater ces patients en post-opératoire
et pour donner moins de travail au ventricule gauche. Alors, le chorotrope ou bien le Perfan sont des drogues parfaitement adaptées à ce type d'indication. Et surtout, adaptées, évidemment, nos doses d'inotropes étaient adaptées aux résultats de l'échographie immédiate ou post-op. La sédation post-opératoire aussi est très importante. Aujourd'hui, on fait de la morphine avec une possibilité une demi-vie très courte qui permet que dès qu'on arrête la morphine et extuber les patients dans les 2 heures. La durée d'intubation de nos patients aujourd'hui est inférieure à 2 jours et séjour en réanimation inférieur à 3 jours pour une transpo simple qui s'est passée normalement. Une des leçons les plus importantes que je voulais vous rappeler, c'est que au début de l'expérience, le professeur Plancher a commencé le switch artériel dans les années 1985-88. Et il s'est lancé d'emblée sur les transpos simples en période néonatale. Alors qu'à cette époque, le Senning et le Mustard étaient une opération qui avait pignon sur rue et qui donnait des bons résultats immédiats. On ne connaissait pas encore les résultats à long terme, on commençait à entrevoir les résultats à long terme de cette opération, mais on n'en était pas encore clairement conscient. Et donc, automatiquement, puisque on commence cette activité, ce nouveau programme dans les années 85-90, on n'avait pas tout compris encore, la physiologie, la période néonatale, la CEC telle qu'elle était réalisée autrefois, etc. Il y avait une mortalité, une morbidité élevée. Juste pour l'anecdote, je voudrais vous signaler que dans les 10 premiers switches que le professeur Planchet a fait, il y a eu 40% de mortalité. Alors, sont venus les cardiopédiatres de l'époque qui exerçaient dans le centre où il opérait. Ils sont venus en groupe, les 3-4 cardiopédiatres qui sont venus en groupe dans son bureau en lui disant « Écoute, mon cher Claude, voilà, tu as démontré que cette opération ne marche pas et qu'il faut arrêter. Il faut revenir à l'opération de Senning et de Mustard. Nous ne pouvons pas t'interdire, mais nous ne sommes pas loin de faire prendre une action au niveau du Conseil de l'Ordre pour interdire cette opération. » Et voilà. Et 40 ans plus tard, enfin, au cours de ces 40 ans, donc Claude Plancher a eu un soutien par l'intermédiaire du professeur Kachaner et du professeur Sidi de Necker à l'époque, qui lui ont dit « Non, non, Claude, il ne faut pas te laisser abattre, continue, le concept est parfait, tu vas y arriver. C'est difficile, on le sait, on va serrer les coudes, mais c'est difficile, mais tu vas y arriver. » Et donc, effectivement, il a continué et aujourd'hui, on sait le succès que ça a été. Ces mêmes cardiologues qui étaient venus lui interdire de faire ces opérations ont tous été après co-auteurs d'articles sur les switches artériels dans toutes les grandes revues. On fait des conférences dans le monde entier sur le switch artériel, des switches artériels de Claude Plancher. Donc, en tous les cas, la leçon que je pourrais, la grande leçon qu'on pourrait tirer de cette histoire, c'est que ce que j'écris en bas de diapo, c'est que lorsque le concept est vrai, il faut savoir persévérer. Il faut absolument savoir persévérer. Et l'histoire des grands leaders mondiaux nous apprend la même chose. Donc, c'est vrai aussi en médecine. Si on est convaincu et l'expérience montre que le concept qu'on est en train d'essayer de réaliser s'avère juste et bon, la réalisation est peut-être plus difficile à faire, mais à un moment ou un autre, on va y arriver et là, ça sera la révolution. Allons rentrer maintenant dans un peu plus de détails de cette opération du switch artériel. Préopératoire, on a besoin d'avoir un certain nombre d'éléments. Sur cette diapo, vous voyez que l'aorte est antérieure, l'artère pulmonaire est postérieure, et on va devoir transposer, découper les artères coronaires droite et gauche, et les transposer sur l'artère pulmonaire. Donc, il est important, dans un premier temps, de savoir si les valves semi-lunaires, aortiques et pulmonaires sont alignées. Car si, par exemple, regardez ce cas de figure, si ici, elles ne sont pas mal alignées, quand je vais transférer mon artère coronaire ici, je risque de la transférer sur la commissure et donc être responsable d'une fuite aortique
ce qui serait dommage. Et donc, ça, c'est un des éléments importants à savoir. Pardon? Il y a quelqu'un qui parle? Non. En deuxième lieu, nous avons été amenés à développer une classification des artères coronaires, car l'anatomie des artères coronaires dans la transposition des gros vaisseaux est très variable. Alors, vous avez la forme la plus courante avec la forme la plus courante ici en bas, avec deux artères coronaires, un dans le sinus droit qui donne l'artère coronaire droite, une dans le sinus gauche qui donne l'artère coronaire droite. Ça donne, c'est à peu près 80% ou 70% des distributions coronaires. Ensuite, vous avez ce qu'on a appelé les boucles, les artères coronaires avec boucles, soit l'artère coronaire droite qui donne effectivement une artère coronaire droite, mais une IVA qui va sortir de la droite en faisant une boucle antérieure, et du côté gauche, on n'aura qu'une circonflexe. Vous pouvez avoir une situation miroir où l'artère coronaire gauche donne une boucle antérieure qui va donner l'artère coronaire droite, et de l'autre côté, l'IVA, alors que l'artère circonflexe va faire une boucle postérieure derrière l'artère pulmonaire pour aller irriguer le ventricule gauche. Donc, on peut imaginer de doubles boucles et des coronaires qui donnent des boucles antérieures et postérieures et antérieures. Une troisième type de distribution qui est un peu plus problématique, et on verra un petit film là-dessus, c'est lorsque les deux artères coronaires sont dans un même sinus de Valsalva et qu'ils sont en situation interartérielle, c'est-à-dire entre l'aorte et l'artère pulmonaire, avec le trajet entre les deux gros vaisseaux. Là, pour certains cas, il y a des bonnes solutions. Pour d'autres, il y a des solutions qui sont un peu plus embêtantes. Voilà cet exemple ici aussi d'un ostium unique qui va donner à la fois l'artère coronaire droite et l'artère coronaire gauche, avec une difficulté technique de revascularisation qui n'est pas simple. L'opération se passe par sternotomie, bien entendu. On fait un prélèvement du péricarde qui va nous aider à reconstruire l'artère pulmonaire ultérieurement. Ce péricarde est conservé dans du sérum physiologique jusqu'au moment où on l'utilisera. Nous n'avons pas l'habitude de le mettre dans de la glutardéhyde. Certains le mettent. On a jugé, d'après nos études, à chaque fois qu'on avait mis de la glutardéhyde, il y avait à distance des sténoses pulmonaires qui apparaissaient, et on s'est retrouvé avec des meilleurs résultats sur le péricarde spray. Néanmoins, toutes les solutions sont possibles. Voilà donc une vue chirurgicale de la transposition des gros vaisseaux, donc l'aorte antérieure, l'artère pulmonaire postérieure, des vessel loops sur les deux branches pulmonaires, ok, la canule est mise en place. Donc là, ici, la coronaire gauche, c'est une distribution normale, et là, la coronaire droite, donc détransposition des gros vaisseaux avec distribution coronaire normale. Le premier temps de on est parti en CEC, on a clampé l'aorte, il faut découper les gros vaisseaux. Donc voilà, on découpe l'aorte relativement entre 0,5 et 1 cm au-dessus des artères coronaires. On ne la découpe pas complètement, il faut bien voir la face postérieure, être sûr qu'il n'y a pas une coronaire qui sort de la face postérieure, et bien regarder au moment de la découpe où se trouvent les ostia coronaires. Ensuite, une fois qu'on a coupé l'aorte, on s'attaque à l'artère pulmonaire. Il faut disséquer le sillon entre l'aorte et l'artère pulmonaire de façon à ultérieurement pouvoir bien découper, retirer les artères coronaires et les détacher et les disséquer de façon à pouvoir les réimplanter au mieux. Donc, ça peut se faire au ciseau, ça peut se faire au bistouri électrique à 15, et ça permet d'avoir une bonne dissection. Il ne faut pas avoir peur de descendre assez bas au niveau de l'anneau pulmonaire ou du futur anneau aortique pour faire cette dissection. L'étape suivante, c'est la découpe des coronaires. Donc, on l'a repéré à l'intérieur de l'aorte. On prend une large collerette de tissu aortique autour de l'artère coronaire que vous voyez ici. Donc, l'ostia coronaire est ici. On va découper une large collerette. Évidemment, on va pas découper la valve pulmonaire avec, donc on la repousse, et ça nous permet
d'avoir une collerette suffisamment large pour que la suture n'empiète pas sur l'ostium directement. Voilà donc la découpe de la coronaire. Une fois que les coronaires ont été coupés et on va découper l'artère pulmonaire, important, vous voyez, dans ce film, d'abord, la manœuvre de Lecomte a déjà été réalisée puisque l'artère pulmonaire distale est antérieure à l'aorte et l'artère pulmonaire a été découpée de façon relativement haute, mais pas trop, pour pas que ultérieurement on se retrouve face à une sténose pulmonaire anastomotique. Et donc on met en place des stés. Vous voyez, regardez, on regarde encore de nouveau la bifurcation pulmonaire. Hop, on découpe un peu plus bas de façon à avoir une bonne collerette de bifurcation pulmonaire pour pouvoir faire une anastomose qui ne sera pas sténosante par la suite, mais suffisamment aussi d'artères pulmonaires pour pouvoir faire notre réimplantation coronaire. La réimplantation coronaire, eh bien, du côté gauche, on a l'habitude, on fait de façon routinière une incision en trappe d'or dans le sinus adjacent de la coronaire. Donc, vous avez un schéma ici qui vous explique, qui vous montre l'incision en trappe d'or. Donc, on descend, puis on tourne vers le chirurgien qui est à droite du patient, et de façon à ce que lorsque l'artère coronaire va être implantée, il y aura comme une sorte de porte qui va s'ouvrir et permettre la perfusion plus aisée du territoire coronaire. Donc, il ne faut pas hésiter à descendre assez bas dans le sinus de Valsalva parce que l'artère coronaire gauche est plus basse que l'artère coronaire droite, et de façon à avoir une belle anastomose bien large. Et comme vous l'avez vu tout à l'heure, donc on avait une bonne collerette de tissu coronaire, donc on n'a pas besoin de coudre directement dans l'ostium, mais dans la collerette adjacente. Et après, voilà, bon, la couture, prolène 8-0, 7-0 selon les chirurgiens, et en surjet, en continu, jusqu'à arriver à avoir implanté la totalité de la coronaire. Vous voyez, la qualité du champ opératoire est parfaite, là, c'est vraiment impeccable. L'artère coronaire droite, elle est réimplantée de façon un peu plus haute. Et en général, elle empiète sur le territoire de l'aorte ascendante parce que, avec notre façon de disséquer, on les dissèque sur pas mal de millimètres, les artères coronaires. Donc, si on la mettait plus bas, elle risquerait de coincer, de kinker. Et donc, il faut qu'elle soit bien tendue pour avoir une bonne position et être bien perfusée en fin d'intervention. Donc, la gauche, trappe d'or en bas, la droite, un peu plus haut. Voilà, donc ça, c'est la fin de la réimplantation. On réimplante la droite. Là, c'est la suture aortique et après, on va réimplanter la droite. Vous voyez, la droite est réimplantée. On fait un trait de refend dans l'aorte ascendante de façon à la remonter, à la tirer vers le haut un peu plus. Ensuite, reconstruction de l'artère pulmonaire. Comme je vous le disais, on prend un pad de péricarde frais. Alors bon, certains comment dirais-je, le TAN à la glutáraldéhyde. Dans notre expérience, on a eu beaucoup de sténose pulmonaire après tannage à la glutáraldéhyde, donc on a conservé le péricarde frais. Et pour avoir réopéré un certain nombre de patients après transposition avec du péricarde frais, lorsque vous réouvrez l'artère pulmonaire, vous avez l'impression de vous retrouver devant un tissu pulmonaire quasi normal. Donc, une fois que le péricarde est réimplanté pour reconstruire l'artère pulmonaire, en ce moment-là, on déclampe l'aorte et c'est un temps très important, car ce temps nous permet de contrôler l'hémostase, évidemment, de toute la chirurgie qui a été faite autour des coronaires et de l'aorte. Puis, elle nous permet de voir la perfusion des artères coronaires. Donc, un œil entraîné verra très vite s'il y a un problème de perfusion coronaire. Elle nous permet de voir la couleur du myocarde et très rapidement, si le myocarde est rose, donc c'est que c'est bien perfusé. S'il ne l'est pas, c'est qu'il y a un problème et qu'il faut revoir, sa réimplantation coronaire, l'endroit où elle a été réimplantée. Et très vite, en général, le cœur reprend une activité sinusale et donc l'artère pulmonaire est reconstruite là, en fin de parcours durant le déclampage et la fin de l'opération. J'ai arrêté cette slide parce que je voulais vous la commenter un peu plus vite, un peu mieux.
C'est une disposition coronaire assez particulière, comme vous le voyez ici, avec les deux ostiomes coronaires qui naissent dans le sinus de Valsalva droit, mais la droite qui donne la droite et la gauche qui est ici, qui va donner la gauche avec un trajet entre l'artère pulmonaire et l'aorte, donc interartériel, mais surtout un trajet intramural ici. Donc l'ostium se trouve là, mais l'émergence de la coronaire se trouve à la sortie de l'aorte. Et donc, pour réaliser cela, il faut être vraiment très prudent. Donc, dans un premier temps, on commence la découpe coronaire. On va découper un seul ostium, enfin, une seule collerette pour les deux ostia. Ensuite, comme vous voyez ici, l'ostium gauche, qui a un trajet intramural, il est très près de la commissure. Donc, on va décrocher la commissure postérieure de l'artère pulmonaire au plus bas possible, qu'on va réimplanter par la suite, et de façon à libérer cet ostium. Donc, une fois qu'on a décroché, on va prendre toute cette collerette en une seule pièce pour avoir la perfusion, pour avoir les deux coronaires. Donc, c'est une manœuvre qui est extrêmement délicate parce qu'à ce niveau-là, vous allez voir, on va passer une bougie et on ne sait pas très bien où est l'émergence du trajet intramural, à partir de quel moment il n'y a plus de trajet intramural, à partir de quel moment la coronaire sort de l'artère. Donc, on continue vraiment très, très doucement et en faisant très attention à la découpe de la collerette. Voilà. OK. On va un peu libérer ensuite, on libère un peu on libère ensuite un peu voilà, on dissèque pour avoir un peu de mobilité. Et la bougie est passée, vous voyez, trajet intramural, qui va montrer que l'émergence se fait là. Et donc, ce trajet intramural ici, ce n'est qu'une média entre le paroi aortique et la coronaire, qui va être découpé, ouvert, jusqu'à l'émergence de l'artère coronaire. Voilà, comme ça, exactement. On avance, on avance. Alors, la vidéo grossit tout, mais c'est vraiment des micro-instruments. Vous voyez, avec le trajet intramural, on le voit bien. La coronaire, elle sort ici. Et ciseaux de potes micro, on avance, on avance. Il faut faire très attention ici de ne pas aller trop loin aussi, parce qu'à ce moment-là, on va faire un trou dans l'artère coronaire. Et la moindre fausse manœuvre ici signifie la mort du patient. Voilà, une fois que c'est fini, un tout petit peu encore, une fois que c'est fini, on va découper entre les deux coronaires. Voilà, on découpe entre les deux coronaires pour avoir finalement deux collerettes et deux ostia. Voilà, découpe. Je peux vous dire que dans ces situations, le chirurgien sécrète beaucoup d'adrénaline. Voilà, on arrive à cette situation et en fait, on se retrouve dans une distribution coronaire quasi normale. Voilà, on découpe, ça redevient une distribution coronaire normale avec deux ostia, un droit et un gauche, qui seront réimplantés comme on l'a fait plus tôt. Alors, tout à l'heure, je parlais avec le docteur Mohamed Ly, qui va vous parler après, d'un patient qu'il a opéré il n'y a pas longtemps, qui avait ce type de distribution coronaire, c'est-à-dire une coronaire unique en position interartérielle, et pour lequel il a utilisé un capot ou un patch. Il a pas pu, on peut pas faire de transfert coronaire ici parce que tout transfert va aboutir à un twist de l'une ou l'autre des artères coronaires. Donc, il faut la laisser en place et utiliser une sorte de manchon pour rediriger la coronaire dans le vaisseau systémique. Donc, vous pourrez poser la question au docteur Lee après, qui vous dira la technique qu'il a utilisée et qui a donné un très bon résultat. Dieu merci, cette distribution coronaire est environ 1% et ça a été l'un des plus gros facteurs de risque de mortalité après chirurgie pour switch artériel. Certaines viennent avec une CIV. Classiquement, les CIV peuvent être placés partout. Classiquement, autrefois, les CIV périmembraneuses ou dans les formes de Tosinbing ont fermé les CIV au travers de la néo-aorte, c'est-à-dire de l'artère pulmonaire. Quelques difficultés d'exposition, donc on a développé des techniques pour mieux exposer la CIV. Je dois vous avouer que dans mon expérience
des plus récentes, j'ai eu droit à avoir un ou deux patients qui ont développé des fuites aortiques importantes après cette manœuvre. Et j'ai mis en retrait cette manœuvre et je fais plus volontiers maintenant des ventriculotomies pour fermer les CIV de type Taussig Bing ou autres. Et sinon, je les ferme toutes par l'oreillette. Et quasiment plus par l'artère pulmonaire dû à cette mauvaise expérience avec le développement de fuites aortiques. Lorsque vous avez une transpo associée à une coarctation, là encore une fois, nous préconisons la cure complète en un temps. Et donc, ça veut dire switch artériel, fermeture de CIV et réparation de la crosse aortique. Dans ces conditions, très généralement, vous voyez, il y a une discrépance entre la taille de l'artère pulmonaire et de l'aorte ascendante. L'aorte ascendante est extrêmement peu développée. Et donc, il y a, lorsque l'on va faire la nouvelle anastomose entre l'artère pulmonaire qui va devenir l'aorte et l'aorte ascendante qui est petite, et il va falloir l'agrandir, cette aorte ascendante, pour que les diamètres soient quasiment de même taille. Donc, on a développé des techniques de réparation de la crosse aortique et de la coarctation avec des pattes jomogreffes qui ont donné également de très bons résultats immédiats et à long terme. Voilà, je voudrais finir par cette conclusion. Au bout de 40 ans, il y a eu beaucoup de chemin qui a été accompli. Comme disait M. Planchet, notre maître Planchet, beaucoup de kilomètres de sutures ont été réalisés. Mais aujourd'hui, on peut dire que le switch artériel est un geste chirurgical de cardiologie pédiatrique courant, qu'il est standardisé. Et initialement, je me souviens, au début de notre expérience, on avait les patients, les transpos qui venaient de toute la France. Et il nous est arrivé des semaines à opérer 10 transpos par semaine. Aujourd'hui, en formant des élèves à droite, à gauche, tout le monde fait de la transpo dans son coin, dans toute la France, dans toutes les périphéries. Et au-delà de la learning curve, parce que bien entendu, si on n'a pas un maître qui nous tient les mains, il y aura une learning curve. Les résultats sont excellents à court et long terme. Et encore une fois, dernière remarque, même si ça ne marche pas la première fois, ça marchera la deuxième fois. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous, très cher maître. Merci pour cette présentation qui est tout simplement excellente. Vraiment, c'est pas facile de faire le résumé de 40 ans d'expérience. C'est un plaisir de vous voir parler, de résumer votre expérience. Il est partagé. Voilà. 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 S'il y a des questions, il est partagé sur un plateau. Pardon, cher professeur. Professeur Alain, vous êtes toujours là? En tout cas, professeur Alain Seraf, c'était un très grand plaisir de vous écouter et partager votre expérience de 40 ans dans la chirurgie de la transport des gros vaisseaux. Merci d'avoir rappelé toutes les données donc, de physiologie, physiopathologie, d'anatomie, technique chirurgicale et de parler aussi de ces formes complexes avec des anatomies coronaires pas très favorables. Donc, on passera tout de suite à la présentation suivante, celle de professeur Mohamed Ly, qui va nous parler de la prise en charge des formes tardives de la transposition des gros vaisseaux. À vous la parole, cher professeur. Merci beaucoup, cher ami. Je me présente donc Mohamed Ly. Beaucoup de gens savent que je suis natif de la Mauritanie, que je suis adopté en France. Et je commencerai par remercier acquis du droit, donc c'est professeur Seraf qui m'a accueilli dans son service en 2004 et qui m'a enseigné, qui m'a tout enseigné en fait et qui m'a donné la possibilité d'être ce que je suis aujourd'hui. Et donc, quoi dire après cet exposé magistral où quasiment on a tout entendu et compris. Alors, on m'a demandé de parler un petit peu des transpos qui viennent un petit peu tardivement. Il a bien rappelé que c'est bien de les faire à 3 semaines, mais nous, on a des patients qui échappent à cette règle pour des raisons et d'autres, et notamment les patients qui viennent de l'étranger. Donc, on sait que le switch artériel, c'est la procédure de choix, et quand on le fait dans le temps, le taux de mortalité est très bas, on est inférieur à 2%. D'où l'importance du diagnostic anténatal, donc, et en tout cas du postnatal immédiat, quand
quand on ne l'a pas détecté en prénatal. Alors, maintenant, quand l'enfant arrive et qu'il n'est plus dans les bons moments, pourquoi, qu'est-ce qui se passe en fait? C'est que le ventricule gauche ne fait plus l'affaire. Il est dilaté, il n'a plus de muscles parce qu'il ne fait plus face à des résistances élevées devant lui, que ce soit des résistances pulmonaires, que ce soit le canal artériel qui n'est plus perméable ou la CIA qui rétrécit, enfin, le mixing ne se fait pas, ou qu'il n'y ait pas d'obstacle devant lui. Alors, le premier qui a pensé à reconditionner le ventricule gauche, c'est Yacoub en 77. Le seul souci qu'il a eu, c'est qu'il a laissé durer longtemps, pendant plus d'1 an, et a été confronté à des phénomènes de cyanose et puis d'hémorragie et de fuite de la valve et puis dilatation du culot, et j'en passe. Mais le premier qui a fait ce qu'on appelle le rapid two stage en 1 semaine, c'est en 1989, donc c'est Jonas. Alors donc, comme je le disais, les problèmes, on les connaît maintenant, c'est le fait que le ventricule gauche ne peut plus faire ce qu'il faut, parce qu'il a perdu sa masse myocardique. Et nous, ce qu'il faut savoir dans nos pays, de toute façon, c'est qu'on n'a pas de diagnostic anténatal. Et même si on détectait à la naissance les problèmes, on ne peut pas les prendre en charge au stade néonatal, ça on le sait. Alors, l'équipe de Marilyn Long et le professeur Seraf donc avaient déjà identifié les facteurs de risque, c'est-à-dire une masse musculaire inférieure à 50 grammes par mètre carré ou un volume télédiastolique du VG qui est quand même bas, inférieur à 20 minutes, était grévé d'une grande mortalité. Alors, quelles sont les stratégies thérapeutiques si on est en face à ces patients, avec ces patients? On sait que la technique de recloisonnement des oreillettes, notamment le switch atrial, Stenning et Mustar, sont plus ou moins abandonnées parce qu'il y a des soucis au niveau des chenaux, il y a des soucis au niveau des troubles de rythme qui apparaissent, le problème du ventricule droit et de la tricuspide qui sont systémiques et qui défaillent. Et donc, 10 ans, 20 ans, maximum 30 ans après donc, cette chirurgie. Et donc, il y a des équipes qui optent maintenant, enfin, les critères de choix, on pourra en discuter, pour faire tout de suite. Ils prennent le patient, ils font un switch, et puis ils voient comment il se comporte, et le plus souvent, ils branchent une ECMO pour suivre donc la récupération du myocarde de ces patients. Et d'autres équipes aussi, avec des critères de choix, qui font ce qu'on appelle le reconditionnement du ventricule gauche en 2 temps. Alors, ça veut dire qu'ils le préparent pour 1 semaine à peu près, de façon médiane, hein, c'est à peu près le timing, et après, ils le reprennent pour faire le switch. Alors, cette préparation, c'est un séclage de l'artère pulmonaire associé ou pas à un Blalock. Donc, la méthode plus optimale, c'est un séclage. Donc, nous, à Marilyn Long, on ne prenait pas des pressions, mais il y en a qui veulent que le rapport PVG-PVD, que ce soit supérieur à 75%. Alors, qu'est-ce qu'on reproche à ce banding? On reproche à ce banding de dilater le culot aortique et d'être à l'origine de fragilisation de la racine de l'aorte. Le jour du switch, vous avez beaucoup de saignements et peut-être à plus ou moins long terme des IAO qui apparaissent. Ce n'est pas sûr. Alors, l'autre souci donc qu'on doit régler, pour autant parce que la transpodéja, c'est une cardiopathie cyanogène et qu'on mette aussi une ficelle devant l'artère pulmonaire et qu'on est confronté à plus de cyanose. Et dans ce cas-là, on associe un banding et qui a aussi un critère, enfin un banding, non, un Blalock. Il doit être petit parce qu'il faut éviter aussi les gros chiens qui reviennent par la CIA, surtout si donc la CIA, surtout celle-ci, si elle n'est pas grosse. Donc nous, quelquefois, on rajoute, lors de cette chirurgie, on peut être amené à augmenter le diamètre de la CIA. Bon nombre de patients aussi arrivent de certains pays où ils ont déjà eu de Rashking. Donc ça a réglé ce problème. Alors, saturer bien permet aussi à ces myocardes de se préparer aussi, d'être un peu mieux préparés avec l'oxygénation et face à ce qui les attend. Alors, aujourd'hui, on sait que le fonctionnement du banding, en fait,
le myocarde, il est dilaté, le ventricule est dilaté parce qu'il y a une dilatation au niveau de sa paroi. Face à cette augmentation de la pression donc, dans le ventricule gauche, on a une augmentation de la masse musculaire. En fait, le mécanisme de ce phénomène, c'est une hypertrophie. Ce n'est pas le meilleur phénomène, le phénomène idéal parce que ce n'est pas une hyperplasie. Et qu'on sait qu'à la longue aussi, l'hypertrophie peut entraîner des fibroses myocardiques. Alors, quelle pourrait être la durée de la préparation du ventricule gauche? Ce qu'on sait, c'est que assez rapidement, les premières heures, en tout cas dans les 24-48 heures, il y a déjà du myocarde qui est hypertrophié, donc préparé. Puis, à une semaine près, on n'a quasiment plus de préparation. En tout cas, on n'a plus de cette hypertrophie qui est accentuée. Donc ça, c'est l'équipe de Boston qui met ça en exergue. Ils ont tellement travaillé sur la question. Et ce qui concerne aussi la masse, le rapport masse-volume, c'est pareil. Vous avez, au bout d'une semaine, il n'y a plus ce rapport n'augmente plus et vous avez quasiment une courbe qui s'aplatit. Alors, toujours dans le chapitre des indications, je reprends donc savamment l'article 2001 publié à Mylan Long encore par le professeur Seraf avec Lacour-Gaillet et avec le professeur Plancher. Avant les années 90, et regardez l'aspect du septum. En fait, le septum type 1, type 2, type 3. Le type 3, c'est quand le ventricule droit bombe quasiment et écrase le ventricule gauche. C'est l'aspect de banane. Et dans les années 2000, ils ont rajouté donc cette fameuse masse du ventricule gauche qui est indexée avec des mesures, surtout avec le professeur Dr Pio qui était là, donc qui a quasiment mesuré tous les ventricules gauche des transports qui sont venus. Et il est parti à la retraite il n'y a pas trop longtemps. Et après les années 2000, ils ont rajouté le rapport de cette masse indexée au volume aussi du ventricule gauche indexé. Ce qu'on a reproché à la mesure de ce volume indexé, c'est qu'ils utilisaient parce que c'est l'aspect elliptique du ventricule gauche et que là, on avait l'aspect de banana shape. Donc, les reviewers ont toujours refusé le fait qu'on puisse mesurer le volume d'un ventricule gauche qui est écrasé. Alors, j'ai trouvé dans une revue chinoise que eux, c'était plutôt le rapport des pressions systoliques du ventricule gauche et sur le ventricule droit. S'il est supérieur à 60, ils font tout de suite le switch. S'il est inférieur à 50, ils le préparent et entre les deux, ils regardent l'âge, si l'enfant a moins de 3 mois ou plus de 3 mois. Alors, pour étayer ce que dit, vu que Mylan Long a été quand même un temple de switch et qu'il y a eu beaucoup de cas opérés là-bas, en 2015, je ne l'ai pas réactualisé, mais en 2015, il y avait déjà, j'ai pris que les transpos qui avaient un septum intact, mais qui peuvent aussi avoir des petites CIV qu'on néglige, hein, on va dire moins de 3 mm. Alors, j'ai individualisé les patients qui avaient plus de 30 jours, et d'autres qui avaient moins de 30 jours et plus de 30 jours. Donc, il y avait 85 patients, donc ça fait 5,3% de patients qui étaient, on va dire, âgés. On les a répartis en deux groupes. Pourquoi? Parce qu'il y avait un groupe où il y a eu le switch qui a été fait tout de suite et un autre groupe où il y a eu une indication à two stage, donc une préparation en 2 temps. Alors, on a essayé de regarder donc un petit peu ce qui se passait entre les deux groupes. Bon, premièrement, ce qu'on remarque, c'est que c'est... alors, je vais enlever ce qui est affiché sur moi parce que ça m'empêche de voir. Que 75%, c'est des étrangers. Donc, le reste des patients, donc 25%, qui sont des patients de l'Hexagone, c'est souvent des pathologies ou des problèmes intercurrents qui empêchaient donc la réalisation du switch donc, au bon moment. Donc, ça peut aller de l'hémorragie, de la prématurité et des infections. Alors, on voit aussi que entre les deux groupes, il y a une différence importante de poids et aussi de l'âge. Bon, en sachant que même pour l'âge médian, le groupe qui a eu une préparation, il faisait 2 fois plus de poids quand même que l'autre groupe. Le reste, il y a toujours des... Alors, vous regardez bien, c'est important, il y a un canal artériel qui est quasiment à moitié des patients dans le groupe 1.
et la CIV, donc négligeable pour tous. Alors, toujours dans les données échographiques entre ces deux groupes, vous voyez que dans le groupe 1, c'est un peu plus favorable parce que le septum est de type 2, alors que le groupe 3, donc ce qui certainement a amené au fait qu'on les a préparés, c'est qu'ils avaient quand même un septum écrasé, donc septum type 3. Et vous regardez un peu au niveau des masses-volume aussi, pareil, et le volume ratio, donc il était moins bon dans le groupe 2. J'espère que ça va marcher, mais c'est de l'échographie. Je vais voir si ça marche comme ça. Alors, il ne marche pas comme ça, donc voilà, il fallait que ça soit comme ça. C'était juste pour vous montrer en fait l'aspect écrasé du ventricule gauche. Donc ici, un petit axe et là, un grand axe. Et les mesures qui suivaient, donc là, le calcul de la masse, et là, on a 21,44 grammes par mètre carré, donc c'était trop bas. Là, c'était une évaluation post-op pour vous montrer combien était la paroi maintenant qui était bien hypertrophiée, avec un volume, avec un aspect ventricule gauche tout rond, donc bien préparé. Et là, j'avais voulu vous montrer, alors comme ça ne marche pas, c'est toujours comme ça les vidéos, c'était l'aspect du ventricule gauche donc, qui est écrasé avec, comparativement avec celui-ci qui avait repris sa forme. Donc, bien évidemment, c'est une sténotomie médiane parce qu'on reprenait les patients pour le switch de quelques temps après. Ils ont eu des bandings et des blalocs. Bon, vous avez 37 quand même, 37 blalocs, donc la plupart n'ont quand même pas échappé à ça. Et on avait une petite dose d'adrénaline pour tous les patients, quasiment c'était systématique. La durée médiane de la préparation, donc c'est autour de 10 jours. 35 jours, ce n'est pas parce que le patient n'était pas préparé, c'est parce qu'il s'est préparé, mais il avait une infection très importante pulmonaire qui faisait qu'on ne pouvait pas de toute façon le switcher à ce moment-là. Alors, il y a une bonne élévation de la masse du ventricule gauche et une bonne évolution de rapport masse sur volume. Donc, c'était des critères qui permettaient d'aller vers la réparation. Dans cette série globale, vous voyez qu'il y a eu 3 décès. Donc, de toute façon, c'est inférieur à 2%. Il y a eu 2 décès dans le groupe 1 et un seul décès dans le groupe 2. Les causes de ces décès, comme vous voyez, dans le groupe 1, c'est d'abord une infection pulmonaire. Mais dans le groupe 2, vous remarquerez que le patient qui est décédé, c'était le plus âgé, qui avait 3 ans, qui a eu une préparation qui a eu 19 jours aussi, mais ce n'est pas parce qu'il se préparait, lui aussi, il avait une infection. Il est décédé en post-opératoire immédiat par une transfusion qui est passée rapidement. Donc, c'est pour dire que ces ventricules aussi sont fragiles et ils ont un problème de compliance. Il a eu donc cette distension majeure, brutale, et on lui a mis une ECMO, mais il n'a jamais pu récupérer et il est décédé. L'autre patient, un autre patient qui est décédé de groupe 1 aussi, c'est une dysfonction ventriculaire gauche d'origine non coronaire qui est décédé. Alors, ici, c'est juste pour montrer que dans tous les deux groupes, il y a eu quand même des ECMO post-switch, 4 partout. Et que là, bon, je m'étais amusé à regarder un peu quand ils étaient un peu plus âgés, à 2 mois, il n'y a pas une grosse différence, sauf qu'on voit quand même que ces 4 patients qui ont eu un support mécanique, ce sont les patients un peu plus âgés. J'ai essayé de comparer aussi avec la littérature parce qu'en Inde ou en Chine, ils ont à peu près les mêmes, quasiment les problèmes aussi qui sont inhérents au fait que les patients ne sont pas pris en charge tout de suite. Alors, en Inde, c'est 55 patients, c'est des patients qui sont âgés de 42 jours à 9 ans. Eux, ils ne préparaient pas, donc ils opéraient les patients. Ils ont opéré, enfin, c'est une étude rétrospective. Hein. Ils ont opéré, ils n'ont pas beaucoup de possibilités d'ECMO, et ils le disent aussi dans leur article. Ils ont eu 7 décès et ces 7 patients ont eu un ECMO, mais il n'y a eu qu'un seul qui a été sévré. En Chine, eux, comme je vous ai dit, l'indication de tout rapid stage, donc c'était basé au rapport pression systolique entre le VG et VD. Donc, ceux qui ont eu un switch d'emblée, il y a eu 2,6% de décès, et ceux qui ont eu une préparation, il y a à peu près 10% de décès.
Alors, c'était pour comparer un peu à ce que nous avions fait. Donc, nous, ceux qui ont eu un switch, il y a eu 4,5% de décès et 2,5% de décès pour ceux donc, dans le groupe 2. Alors, on n'a jamais pu, et ça c'est toujours ce que je regrettais, puisque la plupart c'est des patients étrangers, j'ai jamais pu savoir ce que devenaient nos patients. Donc, je suis allé un peu regarder dans la littérature, et notamment à Boston, où quand même, ils ont tendance à dire que les patients qui sont préparés auraient, dans l'évolution, auraient un petit peu plus de problèmes de dysfonction, même si ce n'est pas majeur, où ils ont des dysfonctions quand même du ventricule gauche. Et ils ont détecté aussi quelquefois des IA, même si c'est jamais modéré, c'est souvent minime, et quelques dilatations des culots. Donc, est-ce que c'est à mettre tout ça sur le bonnet de cette préparation, ou bien que c'est des patients déjà qui dysfonctionnaient, parce que quelquefois ils arrivent, ils ont 6 mois, ils ont des VG quasiment à plat. Est-ce que c'est le processus qui continue, ou bien parce qu'ils ont de l'hypertrophie et que donc ils ne récupèrent pas comme il faut? Alors, avant de conclure, je voudrais juste dire que qu'est-ce qui est mieux, en fait, c'est de se donner effectivement les moyens d'opérer ces patients avec ces critères. Bien sûr, il faut que ça soit inclusif pour ne pas faire du n'importe quoi. Et peut-être de se dire que pour un certain âge, réparer en ayant reconditionné le ventricule, peut-être c'est mieux que d'avoir avoir à faire face avec des VD qui vont se dilater, des VD qui vont défaillir et aller vers des patients qui vont avoir des transplantations. Alors, chez nous, c'est sûr que jusqu'à maintenant, c'est les mêmes critères échographiques. La masse doit être supérieure à 35 grammes par mètre carré au niveau du ventricule gauche, et le rapport ratio, on est à 1,2 à peu près. Comme le disait le professeur Seraf, effectivement, c'est les malades limites, c'est ceux-là qui sont entre 30 et 35. Et là aussi, il y a d'autres petits critères, comme souvent la paroi postérieure, un petit peu le septum. Alors que le septum aussi, il faut faire attention, parce que souvent, avec les coupes échographiques, il peut vous prendre des piliers et vous pensez qu'ils sont bien, alors qu'ils sont toujours faibles. Alors, on incrimine le banding maintenant sur ce qu'on fait, bien sûr, parce que d'abord, c'est un problème de qualité et de récupération de myocarde. Ce n'est pas une hyperplasie, ça on l'a compris, c'est une hypertrophie. On n'a pas encore décrit des fibroses, mais en tout cas, j'ai comme l'impression quand même que pour ceux qui sont opérés, et pas de façon exagérée dans leurs âges, ils se débrouillent mieux que les problèmes qu'on a de façon récurrente avec les genoux, avec les fuites, avec les troubles de rythme pour les malades qui ont des recloisonnements de l'oreille, c'est-à-dire le Senning ou Mustang. Donc, le problème du culot aortique ou d'IAO, c'est à voir. Nous, on n'a pas la chance de revoir nos patients parce qu'ils sont la plupart à l'étranger. Donc, mais peut-être que ce n'est pas aussi un phénomène qui empêcherait quand même de se donner comme source au moins thérapeutique à ces enfants. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, cher Mohamed, pour cette excellente présentation qui a relevé effectivement